Les grands maîtres du judaïsme en compagnie d'Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Ariel, vous êtes docteur en histoire, directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Et ce matin, vous allez nous parler de Maharam de Rothenburg. Alors, que savons-nous précisément de lui ? Alors, le Maharam de Rothenburg, c'est un rabbin allemand du XIIIe siècle. Et c'est l'un des derniers tosafistes, cette école de pensée fondée par les petits-enfants de Rashi. Alors tout d'abord une explication, parce que Maharam de Rothenburg, expliquons son nom. Maharam, c'est l'acronyme en hébreu de Morenu Harav Meir, notre maître le rabbin Meir. Meir ben Baruch est né vers 1220 à Worms. Worms, c'est une célèbre ville où il y avait une école talmudique particulièrement importante. Par exemple, c'est là qu'avait étudié Rashi, à Worms. Le père du futur Maharam de Rothenburg, Baruch, était lui-même rabbin de la ville de Worms. Et donc, Meir ben Baruch va partir en France, où il va étudier auprès de l'un des autres grands maîtres de la génération que nous connaissions bien dans cette émission. Il s'agit de Rabbi Yechiel de Paris, ce rabbin parisien qui notamment avait été témoin du brûlement du Talmud. Alors, le Maharam de Rothenburg va étudier auprès de Rabbi Yechiel de Paris, et puis à son retour en Allemagne, il devient rabbin successivement de plusieurs villes, et il devient en fait l'autorité la plus importante du monde ashkénaze de l'époque. Son nom reste attaché à la ville de Rothenburg, puisqu'on l'appelle Maharam de Rothenburg encore une fois. Rothenburg, c'est cette bourgade de Bavière où il vécut de longues années. À son arrivée à Rothenburg, les habitants voulurent organiser 7 jours de festivités pour célébrer son arrivée, l'arrivée d'un aussi grand maître de la Torah. Il les invita gentiment plutôt à aller étudier la Torah directement, plutôt qu'à perdre leur temps dans de vaines festivités. Alors, l'un des principaux disciples du Maharam de Rothenburg, c'est le Rosh, qui est l'un des décisionnaires ashkénazes les plus étudiés encore aujourd'hui, et également un grand commentateur du Talmud. Donc c'est quelqu'un de très sérieux. Alors, quelle fut son œuvre en tant que décisionnaire ? Alors, le Maharam de Rothenburg a été l'auteur de centaines de responsa, de tchouvot en hébreu, qui sont également une source de renseignements sur la vie des communautés juives de l'époque. Alors, parmi ces décrets, si on peut les appeler ainsi, ces réponses les plus célèbres, l'une pour nous est absolument évidente à notre époque, mais visiblement peut-être un peu moins à celle du Maharam. Il écrit avec force qu'un mari ne doit absolument pas frapper son épouse et insiste pour dire qu'il est beaucoup plus grave de frapper son épouse que de frapper un voisin ou un camarade. Oui. Alors, évidemment, ça nous paraît un peu étonnant au XXIe siècle, mais c'est un texte extrêmement important parce que le Maharam de Rothenburg est donc l'un des premiers sur le plan de la halakha à protéger la femme d'un mari violent par sa propre décision halachique. Alors, le Maharam de Rothenburg est aussi l'auteur de commentaires de parties de la Mishnah du Talmud et a rédigé des poèmes, notamment une célèbre kina, une élégie sur le brûlement du Talmud à Paris, Shali Serufa Ba'esh Lishlom Avelayir. C'est une kina qui est récitée jusqu'à nos jours dans les communautés ashkénazes le jour de Tisha B'Av. Alors, il a vécu dans une période particulièrement difficile pour le judaïsme ashkénaze. Oui, alors on l'a déjà un tout petit peu vu, mais il faut revenir dessus. Quand il né, nous sommes 130 ans après la première croisade. C'est encore une période de massacre de juifs. Il est contemporain du brûlement du Talmud à Paris. Des membres de sa famille sont accusés de crimes rituels. Cette accusation qui a parcouru tout le Moyen-Âge et même jusqu'au 19e siècle, selon laquelle des juifs avaient tué un enfant chrétien afin de se servir de son sang pour confectionner les matzot de Pessah. C'est évidemment une calomnie, mais qui parcourt tout le Moyen-Âge et qui va provoquer drame et pogrom. Et le Maharam de Rothenburg lui-même va être victime de l'antijudaïsme. Alors pour cela, il faut comprendre qu'il vit sous le nouvel empereur Rodolphe Ier de Habsbourg, qui a été élu en 1273, et Rodolphe Ier va adopter rapidement une politique de harcèlement des Juifs, si bien que nombre de ceux-ci décidèrent de quitter ce pays pour la Palestine, pour la terre d'Israël, alors qu'il était strictement interdit par l'empereur pour les Juifs de quitter leur lieu de résidence. Le Maharam était lui-même une des grandes figures de ce mouvement d'émigration et il va décider de partir en 1286 avec quelques membres de sa famille vers la terre d'Israël. Malheureusement, il est reconnu en chemin lors de la traversée des Alpes, alors qu'il se trouve déjà en Italie, par un juif qui le dénonce aux autorités. Il est arrêté,
remis à l'empereur qui le fait emprisonner sur de fausses accusations en Alsace à la prison d'Essisheim. Et à ce moment-là, une rançon astronomique de 20 000 ducats est exigée pour sa libération, parce que, évidemment, tout le monde sait qu'il s'agit de la plus grande autorité rabbinique du monde ashkénaze. C'est une célébrité. Et toutes les communautés juives sont en émoi devant son arrestation. À tel point que la somme exigée est rapidement réunie par le principal disciple du Maharam de Rothenburg, le Roche. Ces conditions d'emprisonnement du Maharam de Rothenburg sont dans un premier temps draconiennes, mais on permet ensuite au Maharam de pouvoir écrire à l'un de ses élèves, Rabbi Shimon Bet Sadok, qui va lui fournir encre et parchemin. Et c'est en prison que le Maharam de Rothenburg va rédiger son commentaire d'une partie de la Mishnah. Sa captivité, évidemment, est très éprouvante, et il la décrit ainsi, je le cite, « qui demeure dans l'obscurité, à l'ombre de la mort, sans horaire fixe, pauvre homme dépourvu de tout bien, comme un seuil piétiné par tous. » Ah oui. Et il va avoir un destin tragique, puisqu'il va mourir en captivité. Oui, il va mourir en captivité, et de son choix. Parce que, en fait, comme je viens de le dire, la somme exigée pour sa libération avait été réunie grâce à la générosité des communautés ashkénazes qui ont tout fait pour que leur maître soit libéré. Mais selon la tradition que l'on nous enseigne, c'est le Maharam lui-même qui refusa d'être libéré, conformément au précepte talmudique qui interdit de payer pour la libération des prisonniers plus que leur valeur. En fait, ce que craignait le Maharam de Rothenburg, c'est que cela devienne une habitude fructueuse pour les autorités d'emprisonner des rabbins et d'exiger ensuite d'importantes rançons que les Juifs seraient obligés de payer. Et en définitive, le Maharam décéda en prison en 1293, après 7 ans de captivité. Même là, les autorités refusèrent de rendre son corps, et ce ne fut qu'en 1306, 14 ans après son décès, et après paiement d'une rançon cette fois-ci, que la dépouille du Maharam de Rothenburg put être enterrée dans le cimetière juif de Worms. La légende nous raconte que son cadavre était demeuré en parfait état pendant toutes ces années jusqu'à son enterrement. Eh bien, merci Ariel pour cette histoire. Je rappelle que vous êtes doctorant en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. On se retrouve la semaine prochaine.